Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles de Télécœur de la semaine du 6 avril. Cette semaine, on se transporte du côté de l'école secondaire Jean-Nicolet pour débuter ce bulletin de nouvelles. Donc, on a des reportages que j'ai eu la chance de réaliser avec des élèves qui sont, ma foi, très bons en peu de temps. Je pense que la nouvelle génération va nous battre haut la main côté vidéo. Donc, on va commencer ça avec une conférence de Jacques T. Watso d'Odanak, donc qui est venu à l'école justement donner une conférence aux élèves de secondaire 2. Voici notre reportage à ce sujet. À l'école secondaire Jean-Nicolet, toutes les raisons sont bonnes pour assimiler la matière éducative sous forme d'expérience immersive. Et qui de mieux que Jacques T. Watso en personne pour nous parler des nations autochtones? Alors, quoi, il me dit, oui, je m'appelle Jacques Watso, je suis à Benaki d'Odanak. Faut que tu regardes la caméra comme... Bon. Aujourd'hui, dans le cadre de vos cours de géographie, on va parler des réalités contemporaines des peuples autochtones. En géographie, là, dans le mois de janvier, vous parlez de la gouvernance chez les Cris, la convention de la baie James, n'est-ce pas? Oui, hein? Vous écoutez votre prof, n'est-ce pas? Attentivement. À Jean-Nicolet, on nous invite à chaque année pour venir parler des réalités contemporaines des peuples autochtones ici au Québec. À part ma présence, là, ce que les jeunes vont se rappeler le plus, c'est qu'au Québec, il y a 11 nations autochtones. Et 11 nations autochtones, c'est 11 cultures différentes, c'est 11 langues différentes, c'est 11 façons de faire différentes. C'est important de savoir qui sont nos voisins. Et en contexte de cours de géographie secondaire 2, c'est important aussi de savoir qui sont nos voisins et savoir les nommer, savoir nommer les vraies choses. Eh bien, sur le territoire du Québec ou à travers le Canada, il y a plus de 600 communautés. Chaque communauté est gérée par un conseil de bande. Une bande, c'est quoi? C'est l'ensemble des membres de la communauté. Fait que c'est l'ensemble des gens qui habitent sur et hors communauté. Et eux vont élire un chef et un conseil. Puis à Odanak, on élit un chef et 4 conseillers. Et conseillère, c'est ouvert à tous, c'est vraiment inclusif. Et tout le monde qui a 18 ans et plus ont le droit de vote. Puis le chef et le conseil décident la vie sociale, culturelle, politique de la communauté. On parle de la culture, de développement économique, de soins de santé, le soin des aînés, le soin de la jeunesse, la petite enfance. On administre tous ces paliers de gouvernement-là. C'est comme un mini-gouvernement sur une communauté, et puis on fait de la politique au quotidien. Puis moi, en tant qu'élu du Conseil des Abénakis d'Odanak, c'est ça mon rôle. J'administre les politiques, on fait de la politique, on fait du social, on vient enseigner et partager nos cultures. On a un rôle important qui nous est confié par les membres de notre communauté, parce qu'on les représente fièrement. C'est important d'avoir une version authentique des réalités des peuples autochtones, racontée par des Autochtones. Fait que la situation est différente. On a différentes perspectives à vous démontrer et à partager avec vous. Chez nous, à chaque année, on célèbre le powwow des Abénakis. C'est un lieu de rassemblement, c'est un lieu de célébration, un lieu d'échange, un lieu de partage, un lieu de dégustation des plats traditionnels, mais c'est aussi un lieu inclusif où les gens sont les bienvenus à venir célébrer avec nous notre affirmation de notre culture. Et cette année, le powwow a lieu le 18 et 19 juillet 2026 à Odanak. C'est une invitation à tous les membres de ESJN. Depuis quelques années, quelques décennies, les Autochtones se réapproprient leur propre culture qui avait été déniée. Et il y a beaucoup d'Autochtones qui se servent, pour faire quelques sous de plus, de l'artisanat. Fait qu'ils font beaucoup de parlage, comme mon collier, il était perlé à la main. Fait que c'est une artisane qui l'a fait. Fait que c'est une façon de faire quelques argents, puis s'affirmer aussi fièrement de notre propre culture. Fait que beaucoup d'artistes et d'artisans autochtones utilisent ce symbole-ci. Si vous voyez ça, si jamais vous venez dans une communauté, vous achetez des produits, puis vous voyez cet ours-là, vous allez savoir que c'est une certification authentique, puis c'est un Autochtone qui a fait ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui tentent de voler les savoirs autochtones pour les commercialiser. Moi, j'aime toujours faire des présentations et partager ma culture, mais aussi j'aime faire découvrir l'art culinaire des Abénakis d'Odanak. À chaque fois que je fais une conférence, j'amène toujours une sagamité. C'est une soupe de maïs avec des haricots et on met de la viande de cerf rouge dedans pour déguster. C'est une soupe traditionnelle, ça fait partie de la soupe des Trois Sœurs. Les Trois Sœurs, c'est les courges, les haricots, le maïs. C'est une façon de faire découvrir qu'est-ce qu'on peut découvrir dans un powwow, mais nos plats traditionnels à nous.
Et on a aussi un pain bannique, c'est notre pain traditionnel qui vient des échanges avec les premiers colons. C'est un pain qui a été adopté et transformé à travers le temps. C'est un plaisir de faire découvrir ça en même temps. Puis ça agrémente la classe. Puis les gens sont attentifs parce qu'au début de la conférence, on allume le poêle et puis ça parfume toute la pièce. Fait que les étudiants ils sont attentifs. Puis là, je me promène dans l'école, tout le monde parle de la soupe, puis ils ont faim, puis ils sont affamés. Mais c'est un beau complément à cette conférence. Annabelle Côté, enseignante de géographie et d'histoire en secondaire 2. Aujourd'hui, on assiste à une conférence de M. Jacques Poisseau qui vient parler des réalités autochtones. C'est un cours de géographie et que vous êtes passionné de la géographie comme votre prof Annabelle. Vous allez me dire combien il y a de peuples autochtones au Québec, mademoiselle. 11 nations autochtones, c'est bon. Tu sais, le petit point, là, c'est ce qui reste de tout notre territoire traditionnel. Notre territoire, ce qu'on appelle aujourd'hui les territoires non cédés, mais c'est des territoires qu'on n'a jamais laissé, on n'a jamais été conquis ou on n'a jamais signé de traité pour dire, bien, on te laisse nos territoires. Moi, je trouve que ça fait comme une autre façon d'apprendre. Puis, en même temps, ça fait un lien avec ce qu'on a appris, puis on peut apprendre d'autres choses aussi. Je trouve que c'est plus dynamique, puis ça rend les cours un peu plus intéressants parce qu'on apprend deux choses de différentes personnes, donc différentes, je dirais, techniques, des choses comme ça. Fait que c'est plus intéressant. Mettons, je trouve que notre cours de géo nous avait bien préparés, mais c'est sûr que ça leur a aidé à clarifier des petites choses parce que tu viens avec des exemples concrets de la vie réelle. Maintenant, on passe à la période dégustation. Est-ce que vous avez faim? À chaque présentation, on fait une dégustation de sagamité watso. Sagamité, ça veut dire une bouillie de maïs. Fait qu'il y a du maïs. Est-ce que j'ai des végétariens ici? Parce qu'il y a la viande de chevreuil dans la soupe. Et dans notre sagamité, on met des haricots. Chez nous, on a des aliments. On a les 3 sœurs, les haricots, les courges et le maïs. C'était notre aliment de base. Et on a une soupe de 9 variétés d'haricots et de maïs. Et Mme Annabelle qui passe un pain bannique. Un pain bannique, c'est notre pain traditionnel qui vient des échanges avec les Écossais. Parce que les Écossais qui étaient ici ont apporté leur pain avec eux, qui s'appelait le bannock. Et on l'a adapté, nous, puis c'est devenu notre pain, puis c'est le pain traditionnel. Mais c'est important aussi de savoir, comme j'ai dit, savoir c'est qui vos voisins, les peuples autochtones. Parce que c'est pas juste les Autochtones, mais ici, vous êtes sur le territoire traditionnel des Abénaquis. Votre polyvalence, c'est sur notre territoire traditionnel. Fait que c'est bon de savoir qui sont nos voisins. Puis ça vous donne un aperçu des réalités contemporaines des peuples autochtones, un petit peu d'histoire, puis un petit peu de notre passé. Puis c'est une façon que vous permettre de mieux nous comprendre. Puis vous pouvez approfondir vos connaissances en allant sur les réseaux sociaux, sur Internet ou à la bibliothèque pour en savoir plus sur les peuples autochtones. On continue du côté de l'école secondaire Jean-Nicolet maintenant, les midis. Donc, on fait un midi au Zénith et voici le reportage de ma reportrice élève en chef, Mia. Ici Mia Miro-Dumont à l'école secondaire Jean-Nicolet et nous sommes ici pour découvrir qu'est-ce que le Zénith. Je m'appelle Laure Archambault, puis je suis en secondaire 1. Et vous? Chloé Laberge, je suis en secondaire 1. Qu'est-ce que vous faites ici ce midi? On joue à des jeux de société. Ben, pareil, on joue à des jeux de société, on voulait relaxer du monde plein à la cafétéria. Parfait. Est-ce qu'il y a des activités qui sont organisées ici souvent? J'en ai aucune idée parce que je viens pas vraiment souvent. Ben, moi non plus, mais je pense que oui. Tout ce que je peux te dire, en tout cas, c'est que c'est vraiment bien pour des activités, si jamais il y en a. C'est grand, c'est spacieux, puis il y a plein de coussins, etc. Fait que c'est ça. Qu'est-ce que vous aimez de venir ici? Ben, vraiment pour les jeux de société, pour la tranquillité, parce que ça fait vraiment différent, mettons, de la cafétéria. Il y a vraiment beaucoup de monde, puis les jeux de société, ben, c'est plus dangereux de les emmener parce que tu peux les mouiller, il peut avoir la nourriture dessus, pendant qu'ici, il y a plein de places, il y a plein de tables, c'est relax, c'est pas beaucoup de monde, puis c'est fun. La même chose, c'est calme, tu peux jouer à des jeux de société, il y a pas beaucoup de gens, puis t'as quand même assez beaucoup de choses à faire. Quel jeu que vous préférez jouer ici? Clou. On a le jeu des jeux de sortie. Est-ce que vous êtes beaucoup à venir? Pour l'heure de manger, oui. Sinon, après que, mettons, tout le monde ait mangé, c'est vraiment plus calme, il n'y a presque personne. Puis nous, on vient souvent vraiment juste à 3. Puis c'est ça.
C'est ça, souvent, il y a beaucoup de gens pendant l'heure du dîner, puis un coup que c'est fini, on est 15 grand maximum. On se transporte maintenant en informatique, donc toujours à l'école secondaire Jean-Nicolet lors d'un midi. Ici Mia Miro-Dumont à l'école secondaire Jean-Nicolet pour découvrir les midis informatiques. Allô, Geneviève Héroux, enseignante. Parfait. Que faites-vous ici ce midi? Ce midi, je surveille les élèves à l'informatique. Quel est le rôle du professeur? Juste de surveiller pour être sûr qu'ils brisent rien puis qu'ils respectent les autres élèves dans la classe. Est-ce qu'il y a un contrôle sur les jeux? Non, il n'y a pas de contrôle, mais je vous dirais que la majorité des élèves jouent à Minecraft. Qu'est-ce que vous pensez que ça leur apporte ce genre de midi? Je crois que c'est des élèves déjà qui souvent jouent à des jeux vidéo à la maison, fait qu'ils viennent jouer en ligne tous les amis ensemble. Chloé Laberge, secondaire 1. Laurie Archambault, secondaire 1. Qu'est-ce qui se passe ici ce midi? Ben, en fait, à chaque midi, c'est ouvert de midi à midi 45. Tu peux jouer à des jeux. Par exemple, chaque midi, c'est différent. Tous les jours pairs et le jour 9, c'est pour les secondaires 1 et secondaire 4. Puis les autres jours, c'est secondaire 2 et secondaire 3. Puis tout le temps, les élèves de CC et de secondaire 5 ont le droit de venir ici. À quoi vous jouez aujourd'hui? On peut jouer à tout, mais en ce moment, on joue plus à Minecraft. Pareil, Minecraft, c'est vraiment le fun. Qu'est-ce qui vous intéresse de venir à l'info? Ben en fait, ça peut te développer parce que mettons chez les personnes parfois on n'a pas nos écrans, on n'a pas nos trucs, fait que tu trouves ça plate pendant. Moi je trouve ça cool qu'on peut jouer librement au jeu de l'ordinateur, ça fait différent du primaire. Et toi? C'est la même affaire. Est-ce que vous jouez aux jeux vidéo chez vous? Oui, souvent on joue ensemble à Minecraft, elle sur son ordi, puis moi sur mon téléphone. Oui, moi je suis une grande gamer, toute ma famille l'est, fait qu'on joue souvent des jeux ensemble, soit des jeux de société, soit vraiment des jeux vidéo, puis c'est fun. Tu sais qu'on peut le refaire vivre après, hein? Ah arrête, ben je sais que l'œuf là. Non, le refaire vivre, c'est même pas avec l'œuf, c'est un rituel. Attends, il faut les goûter. Attends, j'ai même pas d'âge. C'est ça, moi non. La Coupe ESJN battait son plein à l'école et cette fois-ci, le midi, c'était du futsal masculin. Voici nos entrevues à ce sujet. Ici Mia Miro-Dumont dans le gymnase de l'école secondaire Jean-Nicolet où nous regardons un match de futsal. Quel est votre rôle ici? On marque les points pour la game. Est-ce que vous connaissez le futsal? On a déjà marqué quelques tournois à l'école, oui. Qu'est-ce que tu aimes du futsal? C'est le fun, mais c'est un jeu plus restreint, ça nous permet de jouer plus vite. Puis c'est ça, ça apprend le meilleur contrôle de balle, plus de technique. Quelle est ta position dans le jeu? Défenseur. Considères-tu que ça prend une bonne base au soccer pour faire du futsal? Oui, quand même, parce que quand tu arrives au futsal puis tu sais déjà jouer au soccer, ça te permet de déjà avoir le contrôle du ballon puis ça va mieux. Quel est votre nom et votre titre? Édouard Lemire, coach. William Chardonnay, coach. C'est quoi votre rôle ici aujourd'hui? Je suis coach. D'aider nos joueurs à aller le plus loin dans la vie. C'est quoi que vous aimez de ce sport-là? Le jeu d'équipe. Les passes. Jean-Michel Proulx, enseignant en éducation physique et en arts plastiques. Défenseur étoile. Non, peut-être pas étoile. On va donner ça à Michael Lanneville pour le moment. Qu'est-ce qui se passe ici le midi? Dans le fond, ce midi, c'est la Coupe ESJN qui a lieu. Je pense qu'on est rendu au 3e ou 4e événement de l'année. C'est les élèves qui affrontent les professeurs dans différents sports. Et là, ce midi, on est au futsal. Qu'est-ce que vous êtes venu voir ce midi? On est venu voir la belle game qui se présente en ce moment. Je suis voir la performance de Noah Guévin, spécifiquement, qui fait partie de l'équipe du Brésil. Puis c'est pas mal ça. Connaissiez-vous le futsal avant? Ben, depuis qu'on est au secondaire, on connaît ça. J'ai jamais joué, mais c'est un sport le fun à regarder. Est-ce que vous connaissiez déjà ce sport avant? Oui. Ben, moi, je joue au futsal avec l'école. Puis c'est comme du soccer intérieur, dans le fond. Là. Qu'est-ce que tu es venu voir ici ce midi? Ben, voir si c'est les élèves qui vont gagner.
Penses-tu que c'est avec les élèves qui vont gagner? Oui. Les élèves gagnent. Oui, les élèves ont gagné. Qui pensez-vous qui allait gagner aujourd'hui? Les élèves, c'est sûr et certain. Qui pensez-vous qui va gagner? Les élèves, c'est sûr. Les élèves. Et on risque de gagner facilement au niveau des profs parce qu'on les a déjà battus en pratique. Mon nom, c'est Alexandre Lacerte. En fait, je suis responsable des sports ici à l'école Jean-Nicolet. Quel a été votre rôle pendant le match? En fait, moi, c'était juste de superviser que tout se passe bien. En fait, là, c'est moi qui ai organisé ça. C'était d'organiser la table de marqueurs et tout. Le reste, c'est tous les profs qui ont créé les équipes. Les jeunes ont créé leur propre équipe. Comment s'est passé le match? Très, très bien. En fait, tout le monde a répondu à l'appel, puis ça s'est bien déroulé avec les partisans dans la foule. Quel a été le résultat? Ça a fini 3-0 pour les professeurs. Donc, c'est le 3e événement de la Coupe ESJN. En fait, les professeurs membres du personnel mènent 2-1 pour le moment. Il va y avoir 9 événements au cours de l'année. Donc, que le meilleur gagne. On découvre maintenant ce qu'est le Lab Finance ESJN. Ici Flavie Lemire à l'école secondaire Jean-Nicolet et je vous présente le Lab Finance. Action. Ton nom et ton niveau? Roselyne Guévin, je suis en secondaire 5. Quel est ton rôle au Lab ESJN? Je classe l'argent, j'écris les personnes qui viennent payer les activités et je les fais payer avec les cartes de débit-crédit. Comment tu as fait pour être employé au Lab ESJN? J'étais allée porter mon nom, puis ça m'intéressait, puis ils m'ont pris. Quoi ça sert le Lab ESJN? À venir payer les activités à temps pour les sorties comme la journée blanche, la journée chaude ou les sorties d'assiette, même les voyages dans le Glorcher. Est-ce que tu penses faire ton avenir dans la comptabilité? Non, je pense pas parce que je suis pas une fille de mathématiques tant que ça, mais j'aime ça rentrer des données. Pourquoi aimes-tu t'occuper le midi? Pour pouvoir rencontrer d'autres personnes puis plus sociabiliser, ça m'aide à créer des liens puis à améliorer mes mathématiques. Action. Ton nom et ton niveau? Je m'appelle Isabelle McLaughlin et je suis en secondaire 3. Toi, c'est quoi que t'aimes de travailler au Lab ESJN? Moi, qu'est-ce que j'aime, c'est que tu peux voir beaucoup de personnes et interagir avec beaucoup de personnes là, puis je trouve ça le fun. Donc, quels sont les moyens de paiement du Lab? En fait, on peut payer comptant, on peut payer par carte. Et donc, par exemple, genre, il y a chez Léon que souvent à Noël ou à l'Halloween, les personnes qui veulent payer par carte, ils peuvent venir au Lab Finance pour payer qu'est-ce qu'ils ont là. Sinon, comptant, ils vont s'en occuper. Mais c'est ça, c'est souvent à Noël, à l'Halloween, puis c'est un genre de casse-croûte, là. Quels sont les qualités qu'on doit posséder pour travailler au Lab ESJN? Dans le fond, il faut principalement être organisé. Mon nom, c'est René Lafleur et je suis agent de bureau à l'école secondaire Jean-Nicolet et il m'a été confié le mandat de travailler au Lab Finance avec les jeunes dans le but de recueillir les paiements des différentes activités, des sports parascolaires. En somme, c'est ça le but là, du Lab Finance. Depuis quelques années, on a le soutien au comportement positif. En fait, c'est vraiment de souligner les bons comportements chez les élèves. Alors, les élèves reçoivent des jetons qu'ils viennent déposer au Lab Finance. Par la suite, ils peuvent échanger les jetons contre différents privilèges qui sont affichés ici. Là, on a 10 jetons, une carte Subway, on a 5 jetons. En tout cas, on a différents privilèges. Celui qui pogne le plus ces temps-ci, là, c'est le 2 jetons pour quitter la classe 10 minutes avant la fin du cours. Alors c'est ça. C'est mon mandat au Lab Finance.
Donc, quel est votre rôle d'accompagnement envers les jeunes? Mon rôle, c'est vraiment de soutenir les élèves dans leur développement. Comme on sait, Flavie, tu travailles au lab avec nous. Ça se veut comme une espèce de... Il y a un conseil d'administration qui prend les décisions parce qu'à l'origine, ça a été fondé par Desjardins. Donc, on suit vraiment le principe de Desjardins avec un président, etc., différents rôles. Alors, moi, c'est de vous soutenir, de vous accompagner là-dedans. Même chose, par exemple, avec Roselyne, qui s'occupe des dépôts avec moi. Alors, je lui montre comment ça fonctionne du début à la fin. Avec Mia, mon élève reportrice, j'ai rencontré 2 jeunes lors d'un midi volleyball. Ici Mia Miro-Dumont à l'école secondaire Jean-Nicolet pour découvrir le sport de ce midi. François McNeil et j'étais en secondaire 1. Liam Auger-Jacob, puis moi aussi j'étais en secondaire 1. Qu'est-ce qui se passe ici ce midi? C'est un petit midi volley pour que les jeunes s'amusent, puis qu'on ait du plaisir, puis qu'on ait quelque chose à faire du midi. C'est à peu près ça. Parfait. Qu'est-ce que vous aimez du volleyball? C'est un sport d'équipe, fait que c'est le fun, puis on peut s'amuser. C'est surtout qu'il y en a de tous les niveaux, puis on peut apprendre, puis s'améliorer. Est-ce que vous vous amusez bien? Ouais. Ouais, vraiment beaucoup, c'est vraiment le fun. Est-ce que vous êtes dans un sport d'équipe ici à l'école? Moi, plus à l'école, mais je fais des sports d'équipe, mettons l'été, puis je suis dans une association pour faire les Jeux du Québec bientôt peut-être. Moi, je fais du futsal ici à l'école secondaire. Qu'est-ce que ça vous apporte de dépenser votre énergie sur l'heure du midi? Quand je reviens d'un coup, des fois, je suis plus calme, puis des fois, j'ai besoin de bouger, fait que c'est le fun, puis on rit toujours. On s'amuse, puis mettons, on n'est pas sur nos téléphones, puis on a de quoi faire de notre midi. Il est toujours bon de faire de la prévention, même à un plus jeune âge. Donc, ce midi-là, à ESJN, on parlait de prévention suicide avec des jeunes. Bonjour, je suis en direct de l'école secondaire Jean-Nicolet et ce midi, nous allons parler de la prévention du suicide. Je m'appelle Marie-Pierre Coulombe, je suis coordonnatrice des ressources humaines là, au Centre de prévention du suicide à Trois-Rivières, mais j'ai déjà été intervenante aussi, donc je connais bien le milieu et tout ce qu'on a à offrir. C'est quoi le kiosque ici à l'école secondaire Jean-Nicolet? En fait, cette semaine, c'est la Semaine nationale de prévention du suicide. Donc, on fait le tour de plusieurs écoles pour promouvoir la vie, les saines habitudes de vie. Puis, dans le fond, voir avec les jeunes qu'est-ce qu'ils font là, pour prendre soin d'eux quand ça va moins bien, vers qui ils peuvent se tourner. Donc, on est vraiment là pour plein de belles petites activités puis des choses à donner au kiosque. Comment on fait pour connecter avec les jeunes quand on va dans une école? Mais en fait, je pense qu'il n'y a pas de remède, de solution miracle. C'est de s'intéresser, dans le fond, à ce qu'ils font, de leur parler d'eux, de ce qu'ils vivent. Donc, vraiment d'y aller avec leur passion, puis de parler avec eux directement, d'utiliser les vrais mots, puis d'y aller comme on est, dans le fond, de façon la plus naturelle possible. La question qu'on peut des fois se poser, mais est-ce que ça fonctionne vraiment? Oui. Dans le fond, plus on en parle tôt, plus on outille les gens. Dans le fond, on a tous des outils à l'intérieur, donc c'est d'aller rechercher vraiment tout ce qu'on a, puis des fois des aider aussi. Il y en a qui ont des coffres à outils un peu moins garnis que d'autres, donc d'être là pour eux, de leur aider aussi à trouver des moyens pour aller mieux, de se tourner vers les gens, d'être là pour eux. Plus on les prend tôt, dans le fond, plus c'est facile là, d'intervenir que quand on attend d'être rendu vraiment à la dernière minute, c'est là que c'est plus difficile, mais plus on en parle de bonne heure, mieux que c'est. Qu'est-ce qu'on fait si jamais on en a besoin? Dans le fond, il y a plusieurs façons de faire. Et nous, on a la ligne téléphonique qui est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, c'est le 1-866-APPEL. 1-866-277-3553. Sinon, il y a suicide.ca aussi, qui est d'une façon en ligne de clavarder. Je sais que chez les jeunes, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien aussi. Sinon, c'est d'aller en parler à un adulte de confiance, d'aller voir quelqu'un vraiment dans ton entourage, d'en parler. Puis s'il y a quelqu'un, toi, qui t'en parle, qui va moins bien, mais c'est de pas hésiter non plus d'aller chercher quelqu'un pour t'outiller là-dedans, d'aller voir un proche, dire « Ah, j'ai un ami qui fait le pas, je sais pas trop quoi faire », de jamais rester seul avec ça, autant quand c'est pour soi que pour quelqu'un d'autre.
Je vous présente maintenant en rafale quelques vidéos de notre reportrice Lynn Richard qui était sur le terrain l'an dernier pour la vie à Bécancour. D'ailleurs, ce programme-là va être reconduit cette année. Donc, Lynn devrait être bientôt là, sur le territoire en train de faire des reportages. Et on vous présente donc la vie à Bécancour. On va commencer par le Powwow de Wolinac, suivi de la vie à Bécancour sur Chantal Nourry, le quai en fête et Patrimoine Bécancour. Voici ces reportages. À travers ce reportage, la ville de Bécancour est fière de mettre en lumière une tradition, le Powwow de Wolinac. Je suis coordonnatrice terre et habitation et projets spéciaux aussi. Alors, je m'occupe de tout ce qui est vraiment terre. Là, on est en train de développer une nouvelle rue où est-ce qu'on va avoir 16 lots on va donner aux membres, qu'on va octroyer. Et on va avoir aussi 2 lots qui vont avoir des siplex dessus quand on va avoir du financement. Je m'occupe de tout ce qui est testament, succession. Je m'occupe aussi quand il y a des séparations pour les biens et tout. Je m'occupe de la construction, rénovation, puis tout ce qui est culturel. Présentement, c'est moi qui ai ce petit chapeau-là. Puis Lynn, tu es au cœur de l'organisation. On est en plein Powwow. Dis-moi, qu'est-ce que vous avez planifié? Bien là, comme là, présentement, on a commencé aujourd'hui à 1h. Ça a commencé un petit peu avant parce que là, les gens commencent à venir s'installer. Tu as ceux qui viennent visiter, qui veulent avoir plus d'informations. Fait que là, aujourd'hui, c'est tout ce qui est traditionnel cet après-midi, dont la grande entrée. Puis là, on voit tous les habits traditionnels qui sont d'une beauté, on s'entend, c'est beau. Puis c'est le fun aussi d'enseigner aux gens tout ce qu'on doit faire et pas faire dans un powwow, de ne pas toucher les habits traditionnels, quand c'est le temps de prendre des photos, quand c'est pas le temps, tout ça. Puis, je pense que la beauté que je trouve pour moi, c'est de se faire connaître. De se faire connaître en tant qu'Abénaki, de se faire connaître en tant que, hey, tu sais quoi, ça, c'est nos traditions, puis on les aime. Puis, par le fait même, on connaît les autres traditions, les autres nations. Puis c'est tellement un beau partage, là. Fait que le Powwow, c'est vraiment ça. Pour nous autres, là, présentement, c'est ça, c'est rassembler, s'unir ensemble, se rencontrer, se connaître, partager. Ce soir, il y a le bingo. Après, il y a le feu d'artifice. Demain, on recommence encore tout ce qui est traditionnel. Le matin, il y a un brunch. Les membres, on a les danseurs, on a aussi... on a les danseurs, on a les joueurs de drum, s'ils veulent venir avec nous autres pour bruncher. Puis ensuite, on recommence l'après-midi et ça finit vers 4h30, 5h. Fait que ça va être notre Powwow pour cette année. Génial. Puis en plus, je trouvais ça vraiment intéressant. J'ai eu la chance d'assister à une danse. Il y a de l'immersion. Donc, les gens, ils appellent ça de l'intertribal. Oui, exactement. Oui. Fait que dans le fond, tout le monde peut rentrer. Les non-autochtones, les autochtones aussi. Fait que ça fait un beau mélange. Parce que, tu sais, souvent, tu vas avoir une Première Nation qui va être à côté puis qui va montrer à un alloctone, « Hey, regarde, c'est comme ça. » Pour vrai, c'est le fun. Puis le sourire des gens, là, puis le respect de nous regarder, puis d'écouter. Puis tu sais, tes voix, là, les yeux, on a des Mi'kmaq. On a aussi on a des Wendat. Écoute, on a du monde de Gaskapégac. Tu sais, on a vraiment là, tout le monde qui veut participer. C'est pour ça que je te disais tantôt, c'est tellement un beau partage parce que, mettons, le gardien du feu pour une nation, bien, nous autres, on est comme, OK, nous autres, c'est pas tout à fait ça, mais j'aime ça, comment toi, tu le fais, tu sais. Fait que cet échange-là, ce partage-là, c'est une richesse épouvantable pour nous autres. Puis, autant pour nous qui n'est pas autochtone, donc c'est une belle fête. Comme tu nous mentionnais, c'est un rassemblement avec ses racines, puis on continue de perpétuer ça, donc c'est extraordinaire. Avec les artisans aussi. Beaucoup d'artisans abénakis, mais c'est le fun parce que là, on a d'autres, on a des abénakis aussi d'Odanak qui sont venus, mais on a d'autres nations qui viennent, puis il y en a qui viennent de loin, tu sais, fait que de voir l'art à eux autres, comment ils l'utilisent, qu'est-ce qu'ils font, le perlage. T'sais, on a notre façon, mais là, eux autres, hey, c'est bien plus facile comme ça. Hey, écoute, je te dis, c'est une richesse. C'est vraiment le fun. Merci de m'avoir partagé ces quelques mots, Lynn, puis continuer ce beau travail-là et ce partage parce qu'on peut en bénéficier. Alors, longue vie au Powwow de Wolinac. Hey, olé, olé. Merci. À
Alors merci au comité organisateur du PAWA de faire rayonner la culture au cœur de notre communauté bécancouroise. Et c'est Hélène Richard pour Télécœur. À travers ce reportage, la ville de Bécancour est fière de mettre en lumière Chantal Nourry. Je vous présente à l'instant cette artiste qui fait rayonner la culture au cœur de notre communauté bécancouroise. J'ai commencé à faire de la musique assez jeune, à 7 ans, au piano. J'ai commencé avec les religieuses. C'était eux autres qui donnaient des cours de piano à Saint-Grégoire. Mes parents adoraient. Comment j'ai commencé, dans le fond, le début, c'est mes parents, là. Ils aimaient la musique, puis on a tous fait de la musique chez nous. Fait que donc, on a commencé des cours de piano comme ça. Puis après, on est tous rentrés au conservatoire, parce que le conservatoire arrivait dans la région. Puis on a eu le bonheur d'être acceptés. C'est pas tout le monde qui pouvait rentrer. Puis ils passaient des examens, des tests d'audition, de rythme, puis ça. Puis ça a été une fabuleuse école là, pour apprendre toutes les notions. C'est incroyable, la formation qu'on a eue là. Puis là, au conservatoire, moi, pratiquer toute seule dans mon petit coin, là, je trouvais ça. J'aime faire de la musique avec les autres. J'aime ça faire de la musique avec des gens autour de moi, puis ça. Puis j'ai découvert l'orchestre au conservatoire. Je voyais les gens en violon, en violoncelle, en alto, puis qui jouaient tous ensemble le samedi, l'orchestre. J'allais, en attendant mon frère qui avait des cours, moi, j'allais écouter l'orchestre, puis je disais, j'aimerais donc bien ça être là-dedans, puis ça. J'ai fait la demande pour un instrument à cordes, puis j'ai été acceptée en violoncelle. Puis là, ça a été un coup de cœur. Un coup de cœur, premièrement, avec mon professeur. Parce que, tu sais, quand t'es jeune, là, j'avais 9 ans, 10 ans, puis faut que t'aimes le prof, hein? Faut que le prof te donne le goût de pratiquer, le goût de jouer, puis le goût de faire de la musique. Fait que ça a cliqué vraiment fort. Fait que là, j'ai fait tout mon cours en violoncelle à ce moment-là au conservatoire. Puis ensuite, j'ai eu... je voulais avoir un papier pour enseigner dans les écoles aussi, ce que le conservatoire donnait pas. Fait que là, j'ai été chercher ça au début, les cours de collégial à Nicolette. Dans le temps, c'était à l'École supérieure de musique. Puis après, à l'Université Laval, à Québec, pour avoir mon permis d'enseigner, puis la pédagogie, puis tout ça. Fait que ça a commencé comme ça, puis ça n'a jamais lâché. Puis tu as enseigné pendant plusieurs années? Oui, j'ai enseigné à Nicolette, au secondaire à Nicolette. Ensuite, j'ai enseigné en cours privé, puis j'ai enseigné à la merveilleuse école Jacques-Étienne au Cap-de-la-Madeleine. Puis ça a été le bonheur. J'enseignais là 20 quelques années à Jacques-Étienne. Puis j'enseignais le violoncelle, vraiment, là, les vraies affaires. Tu sais, le violoncelle, les gammes, les études, puis tout ça. Puis j'ai rentré des élèves au conservatoire pour qu'ils puissent continuer. Puis j'en ai d'ailleurs qui sont professionnels maintenant là-dedans. Là. Il y a Camille qui joue avec Ingrid Saint-Pierre. Il y a celle qui me remplace à l'école, c'est une de mes anciennes élèves, Christelle. Il y en a David Bordelot qui joue à la pointe avec un paquet de monde. Tu sais, c'est le fun de voir la relève. Puis... Absolument, le beau résultat derrière tout ça. Puis là, Chantal, tu es retraitée depuis quelques années? Oui, ça fait quelques années. Puis le grand bonheur de la retraite, c'est qu'on a le droit de faire ce qu'on veut, d'accepter ce qui nous plaît moins, on laisse tomber. Si ça donne dans les dates, ça donne. Si ça donne pas. Fait que oui, je fais plein de choses à la retraite. J'ai fait beaucoup d'accompagnement de chorale. J'en fais encore des chorales. Je fais beaucoup de cérémonies, de funérailles. De plus en plus, c'est demandé parce que c'est toutes des demandes spéciales. Il y a moins de chorales dans les églises. Fait que les gens veulent des choses plus personnalisées, je dirais. Fait qu'on y va des fois en quatuor à cordes, en trio, en duo. Ça peut être en piano solo. Fait que c'est dans la région. Là, on va jusqu'à Grand-Mère dans la région, là, sur la Rive-Sud. Puis on fait de la musique appropriée pour ça. Puis tu as la chance de partager cette passion-là avec des grands noms du Québec. En fait, je pense à Fabiola Toupin, mais tu joues avec d'autres artistes connus. Oui, j'ai eu le bonheur de jouer avec Fabi. C'est toujours un grand bonheur. Avec Fabiola Toupin, une grande artiste de la région. Avec Monique Fauteux, Sylvie Tremblay, qui sont devenus des amis avec le temps. Ensuite, j'ai joué avec Claude Gauthier, le chansonnier Claude Gauthier. Ça, c'est plus dans les années 2000. J'ai fait 3 albums avec Claude Gauthier. On a fait des tournées aussi à travers
le Québec. Ici, plus proche, on est allé au Corona, Théâtre Corona à Montréal, puis à Québec, c'était le Capitole. Des gros shows, là, ça a été vraiment... Puis, un autre ordre d'idée avec les moines de Saint-Benoît-du-Lac. Ça, c'était de la musique vraiment grégorienne, puis qui voulait avoir... Normalement, c'est a cappella quand c'est de la musique grégorienne, mais là, ils voulaient avoir un accompagnement musical. Fait que je me suis joint avec le Quatuor à cordes, puis on a eu le bonheur d'aller jouer à Toronto pour la venue du pape en 2002, si je me rappelle bien. Ouais, sur la grosse scène, j'ai jamais eu une grosse scène comme ça. C'était incroyable. On montait 3-4 étages, puis c'était immense à Toronto. Là. Ouais. Puis aujourd'hui, tu as le bonheur encore, une fois, parce que je sais que c'est pas la première fois de partager la scène aussi avec ton mari, avec ton chum, là, qui joue aussi un instrument. Oui, il joue de la contrebasse, il joue de la guitare. Puis oui, on a le bonheur à retraite d'être ensemble puis de pouvoir faire de la musique. Fait que c'est merveilleux. J'en ai fait beaucoup avec mes enfants aussi, parce que j'ai un garçon qui a fait 11 ans de conservatoire. Fait qu'il a failli s'en aller en musique. Finalement, maintenant, il est en droit puis il est très heureux. Puis Pascal, mon plus vieux, fait de la musique électronique. Son groupe, c'est Ghetto Birds. Il est traducteur dans la vie pour gagner sa vie, mais son groupe prend quand même beaucoup de belles places les fins de semaine. Ils font des gros spectacles qui sont produits par Evenco, une grosse boîte. Là, puis, tu te rendu compte, Chantal, à quel point tu transmets ta passion là, quand on regarde le résultat de ça et on regarde le résultat des nombreux spectacles que tu présentes. Même moi, avec le défi Valeurs collectives, on a créé en fait une chanson. En fait, on est parti de chansons connues. On a revitalisé, en fait, ces chansons-là et on a fait ça en studio, ensemble. Ça a été un grand bonheur de travailler avec toi, Mandoline. C'est toujours un grand plaisir. Puis on a fait des spectacles ensemble aussi. On a fait en fin de semaine, puis on a fait l'année passée pour l'Acadie, puis tout ça. Ouais. Qu'est-ce que tu souhaites dans le futur? Ah, mon doux, c'est de continuer d'avoir la santé pour pouvoir continuer à faire de la musique. Tu sais, la musique, c'est de partager, c'est précieux, là, ce qu'on fait. Je trouve qu'on apporte beaucoup aux gens, puis les gens nous apportent beaucoup aussi, mais de continuer ma passion, dans le fond, d'avoir la santé pour continuer le plus longtemps possible. Tu sais, quand j'étais plus jeune, jamais j'aurais pensé qu'à retraite, je jouerais encore du violoncelle, du piano, puis que je jouerais avec plein de monde, mais oui. Il n'y a pas la harpe aussi? Oui, ça, j'ai commencé la harpe l'année passée, j'ai adoré ça, mais je suivais des cours au conservatoire privé avec le professeur, puis ça a été un beau coup de cœur, mais j'ai dû arrêter cet hiver, j'ai eu un accident de motoneige. Fait que là, ça a comme calmé mes ardeurs de ce côté-là. Fait que là, je reprends les activités musicales en piano, en violoncelle. Puis, par contre, pendant que ma convalescence, j'ai appris le ukulélé. Fait que, tu sais, j'étais assise. Fait que pendant que tu es assis, tu peux pas bouger la jambe. Fait que ça a été le fun. Puis je m'en suis servi à quelques occasions dans des spectacles. Merci tellement de m'avoir partagé cette passion-là, de partager tes petits moments de bonheur. Je te souhaite, à travers tout ce que tu vis, de continuer de triper ta musique parce que tu es vraiment rayonnante dans ce que tu fais. Merci, t'es gentil. Merci beaucoup. C'est ça, c'est du bonheur. Faire de la musique, c'est du bonheur qu'on partage. Puis c'est ça. Quand c'est pas dans le plaisir, là, on est mieux de rester chez nous. Quand c'est dans le plaisir, fait que c'est ça que je vis. Toujours jouer dans le plaisir. C'est ça qu'on ressent. Puis je te souhaite un beau spectacle avec André Veilleux. Tantôt, dans quelques minutes, ça va commencer. Alors, bon show. Merci beaucoup. Et c'est Hélène Richard pour Télécœur. À travers ce reportage, la ville de Bécancour est fière de mettre en lumière Quai en fête. Et pour nous en parler, Clairette Biron, présidente du conseil d'administration. Et en fait, qui fait vraiment briller la culture au cœur de notre belle communauté ici à Bécancour. Et j'ai le bonheur de te rencontrer, Clairette, qui célèbre tout comme les dimanches de Musique et Bulle, c'est 10 ans. Être présidente d'un conseil d'administration d'un organisme comme le nôtre, il faut savoir que on fait partie de l'huile de bras au quotidien parce que ça fait pas longtemps, sur les 10 ans, ça fait 5 ans
que nous avons une permanence en la personne de Pascal Doucette comme directeur général. Alors, puis il est tout seul comme permanent toute l'année. Arrive la saison, c'est sûr qu'on a nos travailleurs, travailleuses saisonniers et les étudiants, puis tout ça, là, ça va. Mais cet engagement-là, c'est un engagement de passion, c'est un engagement aussi dans beaucoup de plaisir. On se plaît à dire qu'on a une règle, on travaille dans la rigueur et la bonne humeur. Avec toujours dans l'espoir puis dans l'esprit de satisfaire les gens qui trouvent au quai aussi un lieu où est-ce que 4 fois par semaine, ils peuvent venir rencontrer des gens, s'amuser en toute simplicité. Alors, l'engagement de Quai en Fête, c'est tout ça. On se rappelle que tout a commencé il y a plusieurs années avec le rendez-vous au fleuve et à quel point tout a évolué. Vous répondez vraiment à plusieurs styles musicaux. Vous utilisez aussi, en fait, vos talents locaux. Écoute, comment vous bâtissez votre programmation? Bien, on tient compte dans la programmation, si je recule, supposons, il y a 10 ans, on est arrivé avec les fêtes du 50e. Et cette année-là, lors des fêtes du 50e, il avait été décidé que le site du quai serait comme une espèce de point de ralliement et aussi un legs des fêtes du 50e. Alors, l'année avant, il y a un comité qui s'est formé pour regarder, penser l'infrastructure et tout ça. Et toujours avec la valeur de faire quelque chose par et pour la communauté bécancourroise. Et le rendez-vous au fleuve avait vraiment bien tracé la voie. Ils offraient des spectacles de haut niveau, de grande qualité. Puis on a fusionné pendant 2-3 ans. Puis finalement, on a pris le relais, mais avec la même optique qu'il y avait au rendez-vous au fleuve, l'équipe très semblable pour s'assurer que tout notre monde... Alors, quand on pense à la programmation, on pense à tous les styles de choix musicaux, les styles en pensant à nos artistes locaux, les artistes qui viennent aussi d'ailleurs et des niveaux plus relevés. Mais on fait de tout, puis c'est ça qui nous tient à cœur. Absolument, puis vous, en fait, ça correspond à toutes les tranches d'âge parce que, tu sais, il y en a pour les enfants aussi. Soir avec pirouette danse, c'est trop cute à voir, vraiment, là. Les enfants se tapent de la disco sur la scène, c'est génial. C'est vraiment génial, certainement. Et je voulais aussi que tu me parles parce que là, il y a le 60e. On a un gros événement qui est en lien avec le 60e et le 10e. On se paye la traite avec un grand ballroom. Puis si on rêve un peu, on peut s'imaginer que le chapiteau va se déguiser en salle de bal, comme je me plais à dire, avec un orchestre d'une 40aine de musiciens pendant le souper, des tables rondes, nappées, un souper servi aux tables, la piste de danse. Vraiment, là, on veut vraiment que ce soit beau, que ce soit spécial et que ce soit un legs d'un beau souvenir d'un moment. Bravo. Et on peut déjà dire que ça fait 4 semaines déjà que ça roule cette année, en 2025. Oui. En fait, la salle est toujours remplie. Ça va vraiment très bien. On est content. Puis, pour tous les styles, parce que je regarde le dimanche matin, les Musiques et Bulles, on fait de la musique classique, là. Mais le premier Musiques et Bulles, on a eu près de 500 personnes. La semaine passée, on avait de l'opéra, on était autour de 200, 250. Alors, on n'a pas un mot à dire. Les gens sont au rendez-vous. Les gens qui viennent, comme par exemple aux Musiques et Bulles, eux, ça leur sert bien. Alors que d'autres qui viennent quand ils font de la danse en ligne, ils s'amusent, ça leur sert bien. Puis je me dis, c'est à ça. C'est pour ça qu'on est là, c'est à ça qu'on sert. Puis c'est un peu l'âme du quai parce que on peut parler des défis ou tout ça, mais c'est sûr que c'est pas toujours simple quand on regarde les gros festivals qu'il y a partout, tout le tour. Puis à un moment donné, on s'est assis et on a fait le choix. Nous, voici ce qu'on offre.
et on se tient. On ne commencera pas à dire « Ah ben là, cette semaine-là, c'est le festival, on va commencer après. » Non, on prend notre place, puis pendant le festival, nos salles ont été pleines. Mais on offrait quelque chose de différent. Ça, c'est la vibe du quai, c'est le sens qu'on donne à notre action. C'est vraiment une réussite parce que vos cœurs vibrent vraiment à l'unisson, ensemble, le comité et tous les organisateurs. Puis, oublions pas aussi que toute l'équipe de bénévoles, parce que je sais à quel point vous en êtes reconnaissants. On est vraiment là, sans l'équipe des bénévoles, on ne serait pas pareil. Et l'équipe des bénévoles nous donne du gaz. Pour vous dire l'expression, c'est une équipe de feu. Ils sont là pour la billetterie, mais si je vous disais que l'équipe de bénévoles, comment ils sont en train de travailler à décorer le chapiteau, on a des femmes créatives dans ça, c'est incroyable. On s'amuse beaucoup ensemble. On monte des colliers, on fait toutes sortes de choses. Des fois, on les échappe, on rit, mais c'est ça qui fait sens. Puis c'est pour ça, quand une équipe est capable de rire ensemble, est capable de ne pas se prendre au sérieux, si on s'enfarge un peu, c'est pas grave, on traite ça avec humour, c'est une clé. Pour le ballroom, il y a un numéro de téléphone sur le site web. Puis, c'est moi qui prends toutes les réservations par téléphone parce que je tiens à ce que, par exemple, les gens soient positionnés avec des personnes qui veulent ou puis j'aime ça, savoir qui vient pour être capable de vraiment bien les accueillir. Puis quand ils vont arriver, ils vont avoir leur place, ils vont être bien, puis ils vont pouvoir profiter pleinement de l'événement. Un service personnalisé, ça. Ah ben oui! Parfait. Puis pour les billets, c'est quaienfête.ca? Oui, sur le site web quaienfête.ca, puis il y a tout. Cette année, c'était nouveau. Vous aviez le passeport? Oui, parce que là, avec le pont, on se demandait quel moyen prendre, parce que ce qui est difficile, c'est que les gens réservaient plus de billets d'avance. Alors, on a lancé les passeports en janvier pour avoir un overflow, comme on dit. Et effectivement, ça a vraiment très bien répondu. Les gens qui ont des passeports viennent. Quand ils ne peuvent pas venir, ils le partagent avec quelqu'un. La culture au quai, les événements au quai, ça se partage. Et ça aussi, ça en a fait partie. C'était quand même pas cher, là. On vendait le passeport 5 $, ça leur donnait accès à 16 spectacles. Au bout de 4 spectacles, le passeport était rentable. Merci beaucoup, Clairette. Puis, on sait que ça se termine le 21 septembre et on se souhaite vraiment la plus belle des saisons. Merci à vous. Merci d'être présent dans notre coin puis tout ça, là. Vous nous faites bien paraître et ça, c'est pas rien. Et que mon âme se sent si bien quand viennent les défis. Et c'était Lynn Richard pour Télécœur. À travers ce reportage, la ville de Bécancour est fière de mettre en lumière Patrimoine Bécancour. J'ai l'honneur de rencontrer le président, mais aussi le fondateur de Patrimoine Bécancour. Oui, le fondateur, mais pas tout seul, avec une équipe. C'est parti en 2011. Donc, en mois de juin 2011, qu'on a fait notre première assemblée générale. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ça? Oh, c'est un concours de circonstances. J'avais déjà été impliqué dans la sauvegarde du manoir McDonald dans le temps que j'étais conseiller municipal, c'est fort longtemps de ça. Et de fil en aiguille, on avait formé un comité pour valoriser le patrimoine de la ville de Bécancour. On avait fait une publication ça s'appelait « Bécancour, une ville au riche patrimoine ». Donc, on avait une subvention d'Hydro-Québec dans le temps.
Et puis, puis bon, ben, comme mon nom t'a collé un peu à ça, la ville, à un moment donné, avait eu un projet de faire un musée de la charpenterie navale à Saint-Grégoire. Puis là, ils m'avaient demandé de siéger sur le comité parce que, en plus, les propriétaires de ce chantier-là, c'était des cormiers. Donc, ils ont dit, bon, c'est peut-être tes ancêtres et tout. Puis de fil en aiguille, ça n'a pas fonctionné. La société, dans le temps, c'était la Société des Amis du Vieux Moulin de Saint-Grégoire. Ont changé de nom, ils se sont appelés la Société acadienne Port-Royal. Ils ont pris un peu le dossier de la charpenterie navale. Ils ont fait puis qui existe encore, une exposition sur la charpenterie navale. Et nous, ben, le comité, on s'est dit, ben, de fil en aiguille, on s'est dit, pourquoi pas qu'on ferait une société d'histoire et du patrimoine. Ben, on a débuté par se structurer un petit peu. Dans le fond, notre mission, nous, c'était d'abord de rassembler les gens intéressés par l'histoire, le patrimoine de la ville de Bécancour. Nos premières activités, c'était des conférences d'abord. On disait, on va faire des conférences sur l'histoire, le patrimoine de la région et de la ville de Bécancour. C'était nos premières activités. Ensuite, on avait quelqu'un dans le comité qui aimait ça, la généalogie, l'histoire des familles. On a dit, on va commencer à peut-être donner des cours, à essayer de... Ça a commencé avec ça. Ensuite, puis là, c'est parce qu'à l'époque, on était au vieux couvent de Saint-Grégoire, on n'était pas ici. Et lorsqu'on a acheté le presbytère ici en 2015, bien là, on avait plus d'espace parce que Saint-Grégoire n'avait pas d'espace. Là, on s'est dit, ben, on peut peut-être commencer à récupérer des archives. Et bien là, ça a un petit peu donné des cours, on avait de l'espace pour donner des cours. Donc, de fil en aiguille, là, on a augmenté notre... Puis là, ensuite, on a dit, ben, il faudrait peut-être faire des panneaux historiques. Puis, bon, Parce que vous exposez au quai de Saint-Angèle? Oui, oui, depuis, je pense que c'est notre 4e exposition qu'on fait. On a fait des panneaux historiques. On en a fait ici sur le terrain de patrimoine de Bécancour. On en a fait aussi au bureau touristique. Donc, on essaye là, de promouvoir l'histoire de la connaissance de l'histoire de Bécancour. C'est intéressant. Puis, si on parle de mémoire vivante, parce que... Actuellement, on a 5-6 biographies qui sont déjà disponibles sur notre site web. Et on a plusieurs qui sont en écriture. L'été, c'est plus tranquille un peu. Les gens sont en vacances. Cet automne, on va avoir des nouvelles, certains. Génial. Puis, dans le fond, si on veut les consulter, on vient vous voir. Quand ils seront tous finalisés, on vient ici, on peut fouiller dans les archives. Comment ça fonctionne? Ben, c'est numérisé. C'est sur notre site web. Vous allez sur le site web et vous allez voir nos publications et vous cliquez et vous avez déjà des biographies là, qui sont... Parce que nous, on aide les gens à faire leur biographie ou des vidéos, mais en retour, il faut qu'ils nous permettent de le diffuser. Parce que si on aide les gens, puis si ça reste chez eux, c'est pas utile pour les jeunes, puis les moins jeunes qui vont nous suivre. L'idée de Patrimoine de Bécancour, c'est de conserver l'histoire pour le futur. Là, après, en fait, ou pendant est arrivé le concours des menteries? Parce que parlez-moi un petit peu de ce concours-là. Ben c'est ça, c'était au début, là, on avait décidé de faire une activité là, dans le cadre du 50e anniversaire de la ville de Bécancour. On avait fait 2 jours à l'école de Précieux Sang. Ça avait été notre mandat, nous autres, à Patrimoine de Bécancour. Et on avait décidé de faire une espèce de petite activité plus ludique où il y aurait eu des conteurs, venir compter des vieilles histoires ou tout ça. Puis là, de fil en aiguille, on a décidé de transformer ça en un concours de menterie. Parce qu'on n'a pas inventé le concours de menterie. Ça existe en France, il existe à quelques autres endroits dans le monde. Donc, on a pris l'idée de ça, puis on a continué à... Mais sauf que nous, ce qui est particulier, c'est qu'il faut que la menterie ait un lien avec la ville de Bécancour, ou le personnage, ou l'histoire. Sinon, c'est ça. C'est ça qui est plus local, là, qui est plus drôle aussi pour les gens, parce qu'ils reconnaissent des situations des gens ou des faits. Puis qui vous permet aussi de financer? Oui. Oui, parce qu'on fait un double financement, un prix d'entrée d'abord, mais on fait également un cahier souvenir qu'on remet aux gens et qu'on donne aussi à tous nos membres. Et puis là, on demande aux commerçants professionnels de nous payer une carte d'affaires
diffusé à peu près peut-être, je sais pas, mais peut-être 700-800 personnes. Donc, vous donnez aussi des conférences? Oui. Oui, on donne 7 conférences par année, le 3e mercredi de chaque mois, à la salle Nicolas-Perrault à Bécancour. Des sujets différents? Ah, des sujets différents. Je peux vous dire les prochains sujets, là, parce que on fait relâche là, en juillet-août, mais en septembre, on a un monsieur Jean-Pierre Chartier qui va nous parler de la charpenterie navale, justement, qui a fait une étude, formidable étude, lui, sur tous les contrats de bateaux qui s'est donné en Nouvelle-France. Et donc, il va nous parler de ça, parce on pense qu'il y avait un chantier naval là, au lac Saint-Paul, mais il y en avait plus. Il y en avait également à Bécancour, il y en avait également à Gentil. Il a tout recensé ça. Ensuite, on va avoir Kevin Gélina. Lui a écrit un livre sur la Nouvelle-France, les soldats de la Nouvelle-France, leur habillement, leur équipement, un livre tout très intéressant aussi. Comment que ça se passait une guerre en Nouvelle-France quand les soldats arrivaient, là, tout bien vêtus en bleu, mais il y a d'autres choses. Comment que ça se faisait, tout ça. Donc, ça va être intéressant aussi. Ensuite, on va voir Laurent Dehaye qui va nous parler de... Lui, ça va être spécial à Sainte-Gertrude, la conférence, ce ne sera pas à Saint-Nicolas-Perrault, parce que son sujet traite de la colonisation de Sainte-Gertrude dans les années entre 1800 et 1850. Donc, c'est assez niché comme sujet, mais c'est intéressant parce que les gens qui ont colonisé Sainte-Gertrude, bien, ils venaient de Gentil, ils venaient de Bécancour, ils venaient de Saint-Grégoire. Donc, les gens vont pouvoir se faire connaître. Est-ce que vous y allez à la demande des gens? Comment vous fonctionnez pour vos conférences? Bien, on fait des remue-ménages un peu. On regarde un peu ce qui est disponible, puis on fait un peu, là, on essaie de trouver des sujets qui peuvent intéresser les gens. Nos conférences sont annoncées tout le temps sur notre page Facebook. Donc, c'est la page Facebook faite Patrimoine Bécancour, Facebook, et toutes nos conférences sont annoncées. Et vous avez un beau comité qui travaille avec vous, de plusieurs personnes? Oui, il y a 7 membres. Il y a 7 membres, donc on essaie d'avoir des gens d'un peu de tous les secteurs. Il faut vraiment préciser qu'ils sont passionnés d'histoire? Oui, c'est des gens intéressés puis intéressants. Puis, donc, non, c'est sûr que c'est un travail d'équipe. C'est le président souvent qu'on voit en avant, mais c'est pas. C'est sûr que c'est une équipe, là, c'est sûr. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris ce temps précieux de nous avoir parlé de Patrimoine Bécancour. Et d'ailleurs, on vous remercie du beau travail que vous accomplissez. Et on se souhaite vraiment un beau concours de menterie qui arrivera au mois d'octobre. Donc, merci beaucoup. Okay, merci, Télécœur. Et c'était Lynne Richard pour Télécœur. Alors voilà, c'est ce qui conclut votre bulletin de nouvelles de Télécœur de la semaine du 6 avril. Nous espérons que vous avez apprécié cette heure avec nous qui nous donnait envie à l'été prochain déjà. Alors, en attendant le prochain bulletin, la prochaine semaine, n'hésitez pas à me contacter au 88 714 2953. Si vous préférez le faire par courriel, je reçois les courriels à l'adresse suivante, nouvelles@télécœur.tv. C'était un plaisir d'animer ce bulletin de nouvelles pour vous et avec vous. Bonne semaine!